Et si je vous disais qu'au XIXe siècle, la folie était seulement féminine et que soigner cette maladie, c'était aussi la mettre en scène? Aujourd'hui, on parle de la création de la folie féminine scientifique en France. Au XIXe siècle, la science est utilisée pour justifier et légitimer l'ordre établi. Parallèlement à la création via des théories scientifiques d'une idée de civilisation et de race dominante, l'idée d'un sexe dominant vient s'ajouter à tout cela avec le Code civil. On y parle de physiologie médicale féminine et on y justifie indirectement son non-droit de vote, de divorce ou encore de toute indépendance. La femme du XIXe siècle n'est plus charmante, elle est morale. Elle doit se conformer perpétuellement aux attentes de la société. Cette société est-elle plus préoccupée par des questions hygiénistes et épidémiques et érige ainsi les sciences médicales sanitaires aux dépens des sciences médicales morales? Car la santé mentale n'est pas jugée aussi importante que les questions de salubrité et de maladies physiques. La folie, elle, ne se soigne pas. Ou du moins c'est ce que l'on pense. Même si Philippe Pinel, entre l'après-révolution et la fin de l'Empire napoléonien, apporte la notion que les aliénés sont soignables, que l'usage de la violence à leur encontre est inutile et qu'il est nécessaire d'établir une médecine morale utilisant d'autres outils pour résoudre la maladie invisible, dite mentale, les malades invisibles font peur et le seul endroit où ils existent à Paris est la Salpêtrière. En plus de ce rejet, leur invisibilisation est aussi voulue par l'État qui essaye de cacher l'impact psychologique qu'ont eu les campagnes napoléoniennes sur les soldats. Une question se pose. Ces héros en incapacité de vivre normalement suite au traumatisme causé par la guerre sont-ils encore considérés comme des citoyens ? À partir de ce moment, les maladies mentales deviennent donc un problème concernant la société et créant ainsi le débat. Pour résoudre cela, l'analyse de la folie devient donc anatomoclinique, c'est-à-dire qu'elle trouve des symptômes à ces maladies pour en sortir un diagnostic. La folie devient alors visible et en plus d'être soignable, elle devient étudiable. Broussais publie en 1828 un livre prénommé « De l'irritation et de la folie » où il réduit la folie à des causes physiologiques et surtout décrit les causes de la folie et ses caractères. Cependant, dans cet ouvrage, il ne se contente pas de répondre au raisonnement d'une étude physionomique de cette maladie invisible causée par l'excès d'émotion et par une irritation cérébrale. Non. Il met aussi en avant l'appétence des femmes à le contacter et crée ainsi le portrait d'une folie féminine. On peut y lire à la page 349 de l'ouvrage « Les femmes sont plus prédisposées que les hommes à la folie, ce qu'on ne peut attribuer qu'à une plus grande irritabilité et à un moindre développement de l'encéphale, surtout dans les régions qui président aux phénomènes intellectuels. » Ici, en plus de critiquer la nature féminine, il justifie une certaine faiblesse cérébrale de ces dernières, causant ainsi leur prédominance à la folie. L'auteur continue à la page 346 et 347 de cet ouvrage avec « L'irritation est triple si les organes génitaux sont simultanément affectés, comme on l'observe chez certaines femmes hystériques et nymphomanes. Les femmes hystériques se sentent d'abord tourmentées par un sentiment de chaleur et d'âcreté aux organes sexuels. Les désirs vénériens se joignent souvent à cet état, ce qui constitue la nymphomanie, à laquelle peuvent encore s'ajouter les regrets d'un objet chéri ou le chagrin de ne pouvoir obtenir celui qu'on désire. » On peut voir ici qu'en plus de créer un portrait sexualisé des folles, en faisant de ces dernières des personnes souffrant d'un désir sexuel accru, l'ouvrage condamne comme folles toutes les femmes jugées non morales, c'est-à-dire celles en quête d'un plaisir sexuel ou encore tout simplement une femme qui ne veut pas se marier et construire une famille. À ce point, on peut se demander si toutes les femmes considérées folles à cette époque le sont réellement ou si la folie est un moyen de les accoutumer aux attentes de la société. À peu près dans ces années-là, la folie devient alors un réel problème de société et les familles concernées se réfèrent alors aux autorités pour trouver des solutions. En 1838, tous les départements français sont donc obligés de disposer d'un établissement capable d'accueillir des patients atteints de folie. Là-bas, on les enferme pour qu'ils ne puissent plus nuire à la société, on en fait des cobayes d'expérience pour trouver des causes et des remèdes à la folie, et surtout, on essaye de les sociabiliser dans l'espoir qu'ils redeviennent un jour normaux. À la fin du 19e siècle, le crime passionnel vient nourrir cette image d'une hystérie féminine causée par un excès de sentiments, un délaissement par la famille et la société, ou encore pire, inspiré par les lectures féminines. La folle assassine donc son mari en 1890,
La maîtresse en 1892, l'abbé en 1895 ou encore même la femme de son amant en 1898. La folle fascine, elle est défendue par certains, décriée par d'autres, fantasmée ou moquée, elle divertit. Cependant, en plus de fasciner dans les faits divers, elle fascine aussi et surtout dans la médecine. Dans les années 1880, Charcot fait de la salpêtrière un réel laboratoire pour les maladies psychiatriques en utilisant la fascination pour la folie féminine pour faire accepter ses études de recherche. Mais tout cela a un prix, celui des folles.